1, 2, 3, viva l'Algérie. مرحبا بكم أزول فلاون السلام عليكم. L'Algérie donc est dans le mondial 2026. L'Algérie retrouve la Coupe du Monde grâce à un brillant duo محرز et عمورة يعطيهم الصحة الأولاد كما يدير عبد المجيد تبون ce soir. إن شاء الله الأولاد يفرحونا. Voilà, donc الأولاد فرحونا. L'Algérie sera présente donc à la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les Verts ont validé leur qualification en s'imposant largement face à la Somalie ce soir à Oran, au stade Miloud Hetfi. Voilà, donc après le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie est la quatrième nation africaine à se qualifier pour l'édition 2026 du mondial. Mabrouk alina, voilà. Peut-être un petit mot pour nous inviter avant de passer au sujet de ce soir, qui est la diplomatie. Ce soir, nous allons parler de la journée nationale de la diplomatie qui coïncide chaque année avec le 8 octobre. Mais avant cela, je donnerai la parole à mes invités par rapport donc, à cette qualification. L'Algérie, le peuple algérien est content ce soir et nous le sommes aussi. Rafiq Bouhelel, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Microscope et à tous les Algériens. Félicitations pour l'équipe nationale pour cette qualification et j'espère qu'ils vont effectuer une belle Coupe du Monde avec un chemin honorable et qu'ils puissent aller le plus loin possible dans cette compétition sportive. Merci Rafiq, يعطيك الصحة. Mohamed Mziane Rahboul est avec nous aussi. Mohamed Mziane. Zoula Hussein, je salue Monsieur Bouhlad, je vous salue, je salue tous les spectateurs. Premièrement, bien sûr que félicitations pour cette qualification. Je ne vais pas être un rabat-joie parce que quand même une petite joie est importante. Nous vivons des moments quand même terribles. Mais personnellement, malgré que je suis quelqu'un fan de football, je considère que le football fait partie des opiums du peuple. C'est un sport utilisé aussi à des fins politiques. Merci. Merci Mohamed Mziane. يعطيكم الصحة. Nous allons donc revenir à la journée nationale de la diplomatie qui offre à l'Algérie normalement chaque année l'occasion de mesurer depuis de grandes heures des tiers-mondisme mais non alignement surtout. Depuis Bandung en 1955, l'Algérie s'était imposée comme une voix forte, porteuse d'un idéal de souveraineté, de dénonciation et de solidarité avec les peuples, des peuples opprimés aussi. Beaucoup de causes. Sa diplomatie forgée dans les luttes pour l'indépendance, incarnait alors un modèle de dignité et d'engagement pour la justice internationale. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Que reste-t-il de la diplomatie algérienne aujourd'hui, en 2025? Pourquoi cet isolement, ces échecs? C'est les questions que nous allons nous poser ce soir avec nos invités. Quels sont les acteurs et pays impliqués peut-être dans cette crise actuelle de la diplomatie algérienne? Quand et comment ces épisodes majeurs d'isolement se sont-ils produits? Et quelles erreurs ont été commises? Et est-ce qu'il est toujours possible, ce n'est pas trop tard, ce n'est jamais trop tard en tout cas, donc de rétablir toute cette belle image de l'Algérie, voilà. Rafiq Bouhlel, le 8 mai octobre, donc, c'est la journée nationale de la diplomatie. Bien sûr, la télévision algérienne, les médias, la pièce, tout le monde parle de la diplomatie algérienne et de ses exploits. Mais en réalité, Rafiq Bouhlel, que reste-t-il de cette diplomatie des années 70? L'Algérie a perdu de sa superbe en termes de diplomatie depuis plusieurs années, malheureusement, et cela est dû à la politique d'un gouvernement illégitime, corrompu et dictatorial, qui a pour seul langage l'insulte et l'invective, comme on l'a jamais vu depuis les 6 dernières années. Malheureusement, certes l'Algérie est un grand pays, certes l'Algérie dans les années 70-80 avait un poids au niveau international, mais malheureusement, comme dans beaucoup de domaines, on regarde souvent le passé, mais on ne regarde pas le présent et le futur. Le passé, l'Algérie était un pays producteur
de légumes, de fruits, producteurs de bétail, exportateurs de viande au tiers de l'Europe, qui avait des usines d'aviation à Schleff, qui avait des usines de tracteurs, de camions, etc. Mais il faut faire un constat. Nous ne vivons pas dans le passé, on vit dans le présent. Et le présent aujourd'hui est malheureusement une diplomatie chaotique basée sur l'insulte, avec jamais vu de Mali depuis les 6 dernières années, avec l'arrivée de la marionnette des généraux en la personne de Abdelmajid Tebboune, un effondrement aussi brutal de notre diplomatie, pire que dans les années 90 et dans les années noires où on était totalement isolé. Aujourd'hui, l'Algérie a des problèmes avec l'ensemble de ses voisins, le Maroc, le Niger, le Mali, les pays de l'AES, la moitié de la Libye. Il nous reste que la Tunisie qui, à coup de millions d'aide à leur développement, pour acheter quelque part leur faveur. Aussi, au niveau international, depuis l'arrivée de Tebboune et de Chingriha au pouvoir, on a vu une diplomatie qui se base sur le chantage économique, ce qui a accéléré l'effondrement de l'image de l'Algérie à l'international, avec la coupure de relations économiques avec l'Espagne à cause du Sahara occidental. Ils ont des problèmes majeurs avec parmi leurs plus grands alliés, à savoir la France. Ils ont fait tout pour essayer de sauver les meubles avec l'Italie en offrant des contrats gaziers et des productions pharaoniques avec des prix quasiment très très bas, juste pour avoir une porte d'entrée vers l'Europe. Avec les États-Unis, malheureusement, excusez-moi du terme, mais ils courbent les chines parce que à ce jour, la diplomatie algérienne n'a toujours pas répondu au communiqué de Donald Trump qui a réitéré sa position sur le dossier du Sahara occidental. Donc, on a une diplomatie qui n'est pas noble, qui se base sur l'invective, qui utilise des mots durs en insultant des pays souverains comme les Émirats arabes unis, comme le Mali, à chaque fois l'ennemi fictif, à savoir le Maroc, matin, midi et soir. Le Makhzen est quasiment responsable de tous les maux de l'Algérie. Au niveau européen, on a perdu toute notre influence. Rappelons que Abdelmajid Tebboune s'était sifflé au Portugal, une rencontre, un déplacement à Paris en France qui a été annulé. En Espagne, des pertes qui se comptent en milliards de dollars en termes de contrats gaziers. Et ils se sont rabattus sur la Slovénie pour pouvoir avoir des avantages pour leurs diplomates. C'est une réalité amère. L'Algérie aujourd'hui, elle est isolée à cause de la politique dictatoriale et irréfléchie de ce régime incompétent au niveau intérieur comme au niveau extérieur. Merci Rafiq, restez avec nous. Et pourtant, justement, avec tout ce que vient de dire Rafiq Bouhlal, pourtant l'Algérie conserve ses atouts considérables, une position géostratégique centrale d'ailleurs, une expérience historique de médiation régionale et un capital symbolique très important auprès de ces peuples, etc. Mais pourquoi on peine à réactiver justement cet héritage? Il y a plusieurs éléments, mais avant tout, je tiens, puisque dans le titre de votre émission de Bandoug à Taf, quelle diplomatie, oui. Mais en fait, la diplomatie algérienne a existé bien avant Bandoug, elle a existé déjà bien dans le mouvement national. Je tiens à rendre hommage à Dbarin, docteur Dbarin, Allah yarhamou, un grand homme. Donc, puisqu'on parle de diplomatie, la diplomatie algérienne date de très loin dans le mouvement national, bien avant aujourd'hui. Toutefois, effectivement, il y a les contextes, parce que chaque époque, il y a des contextes internationaux qui ont une influence, qu'on ne le veuille pas, sur
le contexte national. Donc, il y a des problèmes endogènes, exogènes, et bien sûr, il y a un enchevêtrement. Je vais essayer de m'expliquer davantage. Au jour d'aujourd'hui, à chaque fois qu'un pays tel que l'Algérie, qui a beaucoup de richesses, un potentiel touristique énorme, etc., et surtout des recherches minières, donc c'est un pays intéressant. Non seulement sur sa position géographique, donc il a un littoral incroyable, ouvert à la Méditerranée, c'est une porte vers l'Afrique, etc., mais aussi donc ses richesses minières. Donc, disons que rien que pour ça, il attire les convoitises, que ce soit des multinationales, que ce soit des pays, etc. Donc, c'est un fait. Mais toutefois, les problèmes endogènes, donc ceux créés par le régime lui-même, surtout après 2019, qu'on ne le veuille pas, cette équipe qui a pris le pouvoir, elle se trompe complètement sur déjà le sens des priorités. Nous regardons de jour en jour les crises qui ne veulent pas se régler. Au contraire, malgré que le Mali, à un moment donné, le président algérien a tout simplement dit qu'il n'y avait pas de crise. C'était un moment où il y avait même une folie, tout le monde avait peur en Algérie, mais finalement, au contraire, il s'avère que la crise perdure. Au contraire, elle s'enlise. Sans parler du Niger, enfin, de l'association d'AES, et bien sûr de la Libye, du Maroc, et bien sûr des crises avec la France notamment, et voilà. Mais une autre chose qui est aussi très délicate, c'est l'activité. C'est l'activité terroriste, le problème sécuritaire lié à des groupes, à des puissances qui à nos frontières. Et par exemple, le front de la guerre Ukraine-Russe se déplace maintenant au Sahel. Et dans l'une de vos émissions, je vous ai donné, par exemple, ce que pensait, attendez, je vais récupérer le nom du monsieur qui a fait une intervention dans la TASS, donc c'est une agence russe, où il tout simplement, après je vais donner le nom pour faire, après je vais vous donner le nom, c'est pas un problème, tant que mon ordinateur puisse fonctionner correctement. Donc où indirectement, il accuse l'Algérie de fermer les yeux sur les activités des Ukrainiens qui faisaient passer, si vous voulez, des formateurs ou des drones. En tout cas, je vais retrouver l'information pour être précis, pour ne pas induire en erreur. Donc, il y a les erreurs commises par le régime algérien, c'est-à-dire en termes de priorité, de savoir comment gérer sa diplomatie, et bien évidemment du fait que sa nature est donc autoritaire, c'est un régime autocratique. J'ai dit, et je répète, c'est un régime au jour d'aujourd'hui que je qualifie d'extrême droite. Et donc il y a aussi une instabilité institutionnelle, ce qui se répercute même, qu'on ne le veuille pas, sur notre diplomatie. Regardons le défilé des ministres, le défilé des responsables sécuritaires. Et bien sûr, sur le plan extérieur, il y a des enjeux importants. Le premier enjeu mondial au jour d'aujourd'hui, c'est premièrement les terres rares et bien sûr les ressources hydriques. Il ne faut jamais les oublier. Ce sont un enjeu stratégique. Donc tous ces éléments font que la question qu'il faut se poser, quelle diplomatie peut-on avoir? Or, les réponses que nous sommes en train de voir, et je tiens à rappeler parce que l'article, par exemple, pour situer déjà les responsabilités, c'est du titre 3 de la Constitution, de l'Organisation de la séparation des pouvoirs, chapitre 1er, du président de la République. Donc, il est écrit à l'article 84, je pense, alinéa 3, peu importe. L'essentiel, je vous donner ce qui est écrit. Il arrête, conduit la politique extérieure de la nation. Donc, la question qu'on se pose, c'est quelle politique extérieure adopter dans un contexte international comme celui-ci, que j'appelle et qui a été appelé par d'autres un contexte VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Tellement les calculs sont compliqués, et encore, est-ce que nos renseignements sont en mesure de savoir ce qui se passe un peu partout dans le monde? Et la géopolitique, c'est comprendre le monde. C'est de ça dont il devrait se consacrer, non à la chasse des opposants. Est-ce que après l'aide à la décision suit pour savoir comment se placer pour garder sa stabilité et sa souveraineté? Tout ça, ce sont des questions importantes. Alors que la réalité dit le contraire. Un pays qui est donc mis sous pression
sous tension à cause des crises, est un pays qui se fragilise. Et les scénarios, bien évidemment. L'impact, justement, jusqu'où va l'impact de ce repli, justement, du pays de l'Algérie, là on parle de l'Algérie, dans les grandes instances africaines ou tout simplement mondiales? Premièrement, il y a une crise de légitimité. Déjà sur le plan mondial, notre régime peine. N'oublions pas que 2019 et après comment que la première mandature du président s'est faite, il a été placé, il a été coopté. C'est un système de cooptation. L'armée copte une personne comme ça et puis elle le place. Ça a été la stratégie faite pour Ben Bella, n'oublions pas, le régime a ses traditions. Elle le place. Après, c'est un fiasco électoral, donc il y a une crise de légitimité, c'est clair. Maintenant, il peine déjà. Bon, c'est clair, sur le plan intérieur, nous l'avons dit que c'est un calme latent. Il y a rien, c'est juste un calme, c'est un faux calme. Donc, sur le plan extérieur, c'est clair que beaucoup, et tout le monde le sait, il y a un problème. Et puis maintenant, quand le régime algérien est discrédité à l'ONU, ou avec des pays qui essayent de l'affaiblir, sa position justement, comme vous avez dit, de médiateur, de pays anti-impérialisme. Or, même cette légitimité ne lui est plus permise, parce que quand on voit la loi sur les mines, comment elle a passé et pour quels intérêts, là on se dit que cette image de l'Algérie qui luttait contre le colonialisme et contre l'impérialisme, elle n'est plus elle n'est plus à jour. Donc, comment il va se placer? Nous remarquons que dernièrement, le régime algérien veut se tourner vers l'Afrique. N'oublions pas que les pays du monde arabe, les pays du Moyen-Orient, etc., nous ne sommes pas vraiment au point de pile de nos relations. Les pays des non-alignés, c'est une chimère. Maintenant, on se tourne vers l'Afrique. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que réellement les pays africains tels qu'ils sont au jour d'aujourd'hui sont à même de produire en groupe une politique qui peut amener des intérêts pour l'Afrique? Donc il y a trop de questions que vous voyez. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Mais la diplomatie algérienne au jour d'aujourd'hui met l'Algérie dans une situation où elle est pointée du doigt, malgré qu'il y a des gesticulations partant. Regardez notre part. L'Algérie a choisi l'Italie, par exemple, comme partenaire économique. C'est de bonne guerre. Les relations extérieures, c'est des intérêts, bien sûr. Mais regardez, Mélanie, apparemment, il est question qu'elle doit être convoquée par le tribunal pénal international. Donc, c'est pour vous dire que d'une Algérie qui était contre l'impérialisme, le colonialisme, le fascisme, dès les premiers instants de la guerre, n'oublions pas qu'il y avait des personnes qui voulaient aller dans le côté de l'axe. Mais n'empêche qu'à l'époque, le PPA les a exclus pour un moment donné. Il les a exclus parce qu'ils se voient. Oui. Continuez mon idée? Oui, bien sûr. Donc, au jour d'aujourd'hui, au contraire, l'Algérie doit être fidèle à elle-même. Nous sommes contre l'impérialisme, nous ne pouvons pas être pour les extrêmes droites, quelle que soit l'extrême droite. Et malheureusement, l'élan du Hira, qui était un élan libérateur, regardez, ces contre-révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci. Merci Mohamed. Rafiq, nous allons écouter un peu Monsieur Attaf. كان في هذه العلاقة المتجذرة والعلاقة المتميزة والعلاقة الخاصة راكمت الدبلوماسية الجزائرية إرثا تاريخيا مشهودا من النجاحات التي ارتبطت بنجاحات الأمم المتحدة ذاتها. Voilà, on parle encore de cet héritage justement de l'histoire, mais on ne parle jamais d'aujourd'hui, des acquis d'aujourd'hui. Est-ce que la diplomatie algérienne aujourd'hui fait vraiment des pas en avant? Mais Rafiq Bouhled, comment est-ce possible de repenser justement cette diplomatie non seulement comme un instrument de prestige historique, mais comme un levier d'influence, d'investissement et d'intégration régionale? Malheureusement, je l'avais dit à plusieurs reprises sur votre plateau, je le redis encore aujourd'hui, la diplomatie algérienne est une diplomatie qui sert l'intérêt clanique
de la junte militaire et de sa façade politique, qui est représentée par Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement. La diplomatie algérienne, depuis 2019, connaît des revers au niveau international à tous les niveaux, car la diplomatie algérienne ne servent pas l'intérêt suprême de l'Algérie, ni l'intérêt suprême du peuple algérien. Quand on voit les discours et les agissements du gouvernement algérien et des autorités algériennes en matière diplomatique, on voit que l'intérêt du peuple algérien est le dernier de leurs soucis. Ce qui importe au pouvoir en place actuellement, c'est comment obtenir des avantages en nature pour eux et pour leurs enfants, comment obtenir des visas pour l'Europe, comment obtenir des facilitations d'installation en Europe et comment pouvoir transférer l'argent public issu de marchés entre les pays à travers des intermédiaires corrompus pour pouvoir investir encore et encore en Europe, aux Émirats et en Turquie, aux États-Unis et dans les pays où les dirigeants algériens aiment bien transférer l'argent public. Donc, c'est une réalité que personne ne peut démentir, au point où, si notre diplomatie était une diplomatie positive, on ne serait pas inscrit dans la liste grise des pays à fort soupçon en matière de blanchiment d'argent et surtout un pays à fort risque en matière de financement de groupes terroristes. Et ce qui est totalement contraire au discours officiel des autorités algériennes. Rappelons que aux téléspectateurs qui nous regardent que vous pouvez vérifier sur l'ensemble des sites Internet des ministères des Affaires étrangères des États-Unis, de l'Italie, qui se dit ami, de la France, de l'Espagne, du Canada, de l'Allemagne, de la Suède, de la Norvège, et la liste est encore longue, tous ces pays ne recommandent pas à leurs ressortissants de venir en Algérie car il y a un risque terroriste qui est permanent. Ils ne recommandent pas et ils déconseillent vivement à leurs compatriotes de ne pas se déplacer en Algérie et surtout dans les régions du Sud qui sont censées être des régions sûres avec pas moins de 28 milliards de dollars de budget pour l'armée. Et on voit que malheureusement, les pays étrangers ne tombent pas dans le piège des discours nationalistes. On a un problème profond, comme l'a si bien dit Monsieur Hamzian, que on a un pouvoir illégitime. Et il essaie d'acheter de la légitimité au niveau international en mettant à disposition justement, cette stratégie, si j'ose dire, de marchandage, aujourd'hui, nous avons vu les Algériens, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Palestine, etc., ce pacte de paix. Des Algériens, justement, sur les réseaux sociaux, parlent de la position de l'Algérie aujourd'hui. Pourquoi personne ne parle de l'Algérie? Parce qu'en Algérie, on nous dit en tout cas que c'est grâce à l'Algérie que ce dossier est bien géré. Non, rappelons que les autorités algériennes ont interdit toute manifestation en soutien au peuple palestinien. Rappelons que le président algérien Abdelmadjid Tebboune, au centre de conférence internationale, la phrase suivante, rappelons que Abdelmadjid Tebboune a déclaré que si l'Égypte ouvrait les frontières, il construirait 3 hôpitaux en moins de 20 jours. Alors que c'est le même président Abdelmadjid Tebboune a battu le record du président africain qui a passé le plus de temps dans un hôpital étranger, 89 jours, dans un hôpital allemand. Rappelons que le docteur Makri, en revenant de la flottille qui a été libérée suite à sa participation à la flottille pour le déblocage du blocus contre Gaza, il a été accusé directement de traître, de ceci, de cela. Donc, malheureusement, encore une fois, les dernières données de la Banque mondiale
révèle que l'Algérie a exporté pour 30 millions de dollars en 2024 de produits à Israël. Donc, malheureusement, c'est une réalité qui est amère, une diplomatie à géométrie variable. D'un côté, l'État algérien dit ne pas reconnaître Israël comme pays et c'est une entité, et d'un autre côté, il dit il fait du commerce avec cette même entité qui ne la reconnaît pas. Donc, on est face à des contradictions qui sont, entre parenthèses, flagrantes. Et quand je vois l'ambassadeur d'Algérie, le représentant de l'Algérie à l'ONU, qui a été récompensé récemment suite à parce qu'il a brandi les images des enfants malheureusement gazaouis aux réunions de l'ONU et qui ont fait c'est entre les paroles et les actes, c'est deux choses complètement différentes. Quand le président Abdelmajid Tebboune, j'ai pas oublié qu'il a déclaré, je cite, l'Algérie n'a pas de problème à reconnaître l'État israélien si l'État palestinien est reconnu. Donc, on est face à une cacophonie de déclarations et de contradictions. D'un côté, ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël. D'un côté, ils font du business avec eux. D'un côté, ils disent qu'ils soutiennent la cause palestinienne. D'un autre côté, ils interdisent totalement les manifestations en soutien au génocide qui se passe, qui s'est passé parce qu'aujourd'hui il y a un cessez-le-feu, mais qui s'est passé pendant plus d'une année et demie sur la bande de Gaza. Permettez-moi de douter sur les bonnes intentions. Pour ma part, je dis clairement que le dossier de la Palestine est un dossier que l'État algérien utilise juste pour toucher les sentiments du peuple algérien, ni plus ni moins. Merci à Rafik Abouhlel. Nous allons regarder ces petites vidéos. في مثل هذا اليوم من كل عام تقف الجزائر شامخة وهي تحيي يوم الدبلوماسية الجزائرية كصفحة مضيئة في سجل وطن اختار منذ فجر الاستقلال أن يكون صوت المقهورين وملاذ المظلومين وأن يرفع راية الحرية في كل المحافل الدولية. اليوم تمضي الدبلوماسية الجزائرية في طريقها بثبات مستندة إلى إرث من الحكمة والمبدأ. دبلوماسية تحاور دون أن تنحني وتفاوض دون أن تتنازل وتبني الجسور دون أن تفرط في السيادة وستبقى كما كانت صوتا للحرية وضميرا للعالم. Bon, ça c'était le commentaire de l'UNTV donc par rapport à cette date historique. Et là, nous allons regarder notre vidéo. أحسن من البداية تاع العهدة الأولى فيه تحسن صراحة يعني مش باش نشكره ولكن من اللي جا سي أحمد عطاف الأمور بدأت تتحسن يعني ويعرف الأشخاص ويعرف أنا كنت نجهلهم أنا الشيء اللي عليا الأولويات وضع الأولويات بالنسبة لبعض الدول وبعض الاتجاهات تاع الدبلوماسية. الشيء اللي وصلنا ليه في مجلس الأمن يشرف الجزائر يشرف وزارة الخارجية شيء ممتاز. Voilà, Tebboune qui disait que Attaf connaissait tout le monde, mais bon, tout le monde sait que Attaf était à la retraite depuis plus de 20 ans, 30 ans, peut-être 40 ans même. Donc aujourd'hui, les diplomates qui sont aujourd'hui en poste sont tous des jeunes. Et je ne sais pas si Attaf connaît vraiment ce milieu beaucoup plus que la Mamra d'ailleurs. Ben, écoutez, je ne vais pas jeter des fleurs pour la Mamra, je ne vais pas le faire, mais je vais juste... Non, c'est pas des fleurs, mais dans sa comparaison à lui, justement, parce que je dis ça, parce que la Mamra a été virée justement par Bouteflika, par Tebboune, on ne sait pas pourquoi. Mais je vais juste parler de Attaf, ok. Donc, alors, pour ce qui est de la, comment il s'appelle, de ce que vient de la vidéo que tu viens de montrer, n'oublions pas que le président, il arrête et conduit la politique extérieure de la nation, premièrement. C'est-à-dire, il est responsable le premier. Donc, le choix de Attaf
malgré que Attaf, c'est lui qu'on dit, des fois même beaucoup le critique, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas que le président aussi, il a une grande part de responsabilité. Et vous avez vu, il est en train de parler enfin, il montre qu'il est confiant, alors que il a été placé. Ça, c'est étonnant. Il a été placé et la deuxième élection est un fiasco. Il n'est pas légitime. De ce fait, déjà, on ne peut pas. Je dirais que, et c'est pour ça peut-être aussi que nous assistons à un régime très fébrile. Enfin, d'une part parce qu'il y a un tandem en fait dans ce gouvernement, il y a un tandem Chingri-Hateboul, voilà. Mais et on sent la fébrilité. J'ai un simple commentaire fait par Fethi Arras. Il se retrouve avec des problèmes avec la justice, etc., 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 etc. C'est pour vous dire que, franchement, il faudrait être vraiment prudent. Et ce genre de déclaration, moi personnellement, je me dis, pourquoi donner l'impression d'être confiant alors que la réalité est tout autre? Et pourquoi beaucoup critiquent Attaf alors qu'ils oublient qu'Attaf ne peut rien faire réellement sans l'aval du président algérien. Et encore, bien sûr, connaissant le régime algérien, ce n'est pas que par l'aval du président algérien. Et maintenant, j'aimerais juste rebondir sur la question palestinienne. L'Algérie a donné ce qu'elle a pu faire. Nous sommes un pays qui n'a pas une représentation de l'État d'Israël en Algérie, ça c'est un fait. Le représentant algérien à l'ONU a fait un travail énorme. Sur le plan symbolique, sur le plan politique, il a fait un travail énorme. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention, c'est que Abdelmadjid Tebboune n'a pas assisté à la dernière session des Nations Unies, ainsi que le président tunisien. Or, c'est un grand événement. Dans l'histoire, il y a eu des puissances internationales qui n'avaient pas reconnu justement l'État de Palestine, sont venues le reconnaître. Il y a eu des débats intenses sur le rôle du Conseil de sécurité, sur les membres qui doivent siéger au Conseil de sécurité. C'est un événement historique. Au contraire, il fallait la présence du président algérien et non pas envoyer donc un trophée, si vous voulez, ou une médaille honorifique, un titre honorifique, tout en indirectement, il honore donc le diplomate algérien tout en étant loin. C'est un événement important, il fallait être présent. Et c'est toutes ces erreurs qui fait que, c'est pour ça que je dis que on est avec un régime qui ne pèse plus, c'est quoi la réalité, ni à l'échelle intérieure, ni à l'échelle extérieure. Toutes ces erreurs, c'est comme si il est complètement aveugle. Et bien sûr, quand on est un régime autocratique qui fait tant d'erreurs, on est tout à fait normal de dire qu'ils sont des erreurs de jugement liées à leurs priorités. L'une des priorités de renseignement doit s'occuper d'avoir des informations et non de chasser les opposants. Le renseignement a une fonction de faire de l'espionnage industriel pour l'économie nationale, etc. On voit pas on voit que il y a quand on parle bien sûr, sans parler du volet sécuritaire, c'est vrai que il y a quand même une part du volet sécuritaire que l'Algérie maîtrise, mais au jour d'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, je profite par citer le russe dont j'ai parlé, c'est Alexandre Ivanov, qui est directeur du syndicat des officiers pour la sécurité internationale. Donc, comme la ceinture sécuritaire est compliquée, comme le climat où nous vivons devient de plus en plus dangereux, et il faudrait bien que donc pas uniquement que notre diplomatie, que tous ceux qui travaillent dans l'État puissent comprendre que les priorités n'ont pas celles que l'Algérie se donne. Et puis pour la question palestinienne, je voudrais rebondir encore, ce n'est pas que l'Algérie, parce que l'Algérie, je dis, c'est une question d'intérêt, certes, elle a peur, c'est clair que le régime algérien a peur des États-Unis d'Amérique, il a peur de l'allié des États-Unis d'Amérique qui est Israël, et peut-être même, c'est pour ça que à chaque fois, par exemple, telles que les deux compagnies américaines qui sont venues, ExxonMobil et Chevron, l'Algérie voudrait bien qu'ils investissent, il aimerait bien qu'ils investissent. C'est par exemple ces deux compagnies ont livré de l'énergie en Israël. Et je ne pense pas que le régime ne le sait pas. C'est une question aussi d'intérêt. Et les pays arabes aussi ont cette hypocrisie
de soutenir la question palestinienne, je parle du monde du Moyen-Orient, de la soutenir et de ne pas la soutenir en même temps. Et quand on voit les manifestations qui s'opèrent à travers le monde, on est plus impressionné sur le soutien des peuples européens et nord-américains, et bien sûr un peu partout en Asie, que le soutien même des peuples de nos pays respectifs. Et maintenant, pourquoi l'Algérie n'a pas laissé le peuple algérien manifester librement? C'est parce que le régime a peur du retour du Hirak. C'est la seule et unique raison. C'est tout. Maintenant, la question palestinienne, il y a beaucoup, pas que le régime algérien, qui l'utilise comme un fonds de commerce. Des personnalités politiques, des partis politiques, tout le monde l'utilise comme un fonds de commerce. C'est parce qu'en fait, cette question, les pauvres Palestiniens qui meurent, normalement, ils doivent être regardés par un cœur humain. Ils ne doivent pas utiliser le sang de tous ces Palestiniens. Ils doivent au moins être honnêtes. Mais malheureusement, et tout le monde l'utilise, des personnalités politiques, des ex-présidents de partis, des pays entiers, et c'est malheureux le monde où nous vivons. Justement, peut-être une dernière question, Mohamed Abouzen. Quelles seraient les voies ou les forces internes et externes qui pourraient peut-être aider à accompagner une relance diplomatique algérienne crédible? Donc, il faudrait premièrement qu'il y ait un régime légitime. Effectivement, oui, on peut se poser la question, comment rebondir? Comment essayer d'arrêter cette effusion? C'est une effusion. Premièrement, il faut une équipe légitime, issue d'un suffrage honnête et des objectifs clairs. Il faut bien qu'il y ait une feuille de route. Je le répète, et plusieurs l'ont dit avant moi, bien sûr, c'est une transition démocratique effective avec ses garde-fous. La démocratie, il faut la préserver de toute forme réactionnaire. Il n'y a pas que le danger de ce régime, il y a d'autres dangers qui existent. Il faut bien évidemment prévenir tous les cas de figure possibles. Et bien sûr, relancer ce que l'Algérie sait faire depuis longtemps. Nous ne sommes pas l'ennemi des Maliens, nous ne sommes pas l'ennemi du Niger, nous ne sommes pas l'ennemi de la Libye. Nous avons des intérêts à défendre, mais nous devons faire en sorte de ne pas interférer dans les affaires qui sont de la souveraineté nationale de certains pays. On peut être médiateur tout en démontrant qu'on ne veut pas faire du paternalisme. Ce n'est pas à nous de donner des ordres ni au Mali, ni au Niger, ni à la Libye, ni, bien sûr, tout en sauvegardant nos intérêts. Bien sûr, si maintenant nos intérêts sont en jeu, le jeu est compris, il y a des règles internationales, le principe de proportionnalité par exemple, il y a toujours comment rebondir et faire valoir sa diplomatie. Et bien sûr, pour ce qui est de la France, je pense que le cas est plus simple, parce que les Algériens connaissent la France peut-être mieux qu'ils connaissent l'Algérie. Il y a beaucoup d'Algériens qui connaissent la politique française mieux qu'ils connaissent la politique algérienne. Et encore, le régime algérien, ça fait des années qu'il y a des relations, donc trouver les hommes, trouver les mécanismes, ils sont toujours possibles, mais à condition d'avoir un régime réellement élu et démocratique. Parce que si nous avons un régime légitime, même si nous n'avons pas de relations avec des puissances mondiales, personne ne peut nous faire bouger, parce que nous sommes crédibles. C'est tout ça qui pose problème. Un régime comme le nôtre est un danger pour l'Algérie. Et je vais donner un exemple extrême. Prenons Saddam Hussein. Ils l'ont utilisé pour détruire tout un pays. Parce qu'il pensait qu'il ne pouvait. Alors lui, il est responsable de la ruine de son propre pays. S'il avait démissionné à temps, s'il avait laissé il n'aurait pas donné, l'occasion à ceux qui voulaient détruire l'Irak de détruire l'Irak. Et le régime algérien, il y a beaucoup de victoires. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres et d'autres et d'autres. Et c'est pour ça que pour ne pas tomber dans des pièges que les autres pays ont vécu, et le monde actuel est un monde très dangereux, il faudrait penser réellement à la légitimité, à ne pas avoir à vraiment. Et s'il y a une région du monde dont nous avons le plus intérêt, c'est l'Afrique du Nord. Ce n'est ni le Moyen-Orient. Merci. Mon idée. En tout cas, ce n'est pas le Moyen-Orient qui est notre zone d'influence. Ça doit être l'Afrique du Nord. Merci, Saïd. Rafiq, regardons un peu cette petite vidéo de Attaf. وفي سجلات بناء وتشييد الدولة الجزائرية المستقلة
والسيدة، إنه الدكتور أحمد طالب إبراهيمي. وزيرنا الذي ستبقى ذاكرته حية فينا ما حيينا، وسيبقى إرثه الحافل والنفيس نبراسا يهتدى به. Nous nous sommes retrouvés tous deux partisans de l'initiative de la communauté de Saint-Égidio en 1995, puis nous avons été candidats à la présidence de la République en 1995, mais lorsque nous avons découvert que le candidat de l'armée était déjà préparé, qu'on voulait imposer au peuple par un simulacre d'élection, nous nous sommes retirés. Alors que même Attaf qui se font larmes en évoquant Talib Ibrahimi, Allah yarhamou, c'est lui-même qui a dit le lendemain justement de la réunion de Saint-Égidio que c'est un non-événement. Honnêtement, quand je vois ces larmes, moi j'ai envie de dire les larmes du ministre des Affaires étrangères sont des larmes de crocodile. C'est des larmes d'opportunisme, encore une fois, pour essayer de toucher le cœur des Algériens et des Algériennes, de voir un responsable politique fondre en larmes pour profiter de l'aura et du parcours exceptionnel du défunt Talib Ibrahimi. Donc, il faut arrêter, il faut que ce gouvernement arrête de jouer et de recycler. Déjà, Ahmed Attaf, il est censé être à la retraite. Il n'est pas d'actualité. Abdelmajid Tebboune, depuis son arrivée en 2019 au pouvoir, il ne fait que recycler des vieilles momies sorties des fins fonds de leur cercueil pour essayer de les imposer, qui comprennent rien à la géopolitique, qui comprennent rien à la diplomatie, qui comprennent rien à cette jeunesse qui compose 75% de la population algérienne et qui nous essaie de nous bassiner avec des larmichettes à travers un discours où il a bien pris le temps de prendre son temps avant de verser ses larmes. Ahmed Attaf, sa place est dans une maison de retraite, comme Abdelmajid Tebboune, comme Saïd Chengriha, comme toute la clique de ce régime illégitime qui a conduit le pays à la ruine économique, à la ruine diplomatique et à la ruine au niveau intérieur comme extérieur. Ce régime doit partir au plus vite afin qu'on puisse reconstruire l'Algérie sur des bonnes bases, avec des bonnes relations basées sur l'intérêt national, dans une diplomatie, dans des négociations à l'international. C'est l'intérêt suprême des pays qui prime, c'est le business qui prime, c'est l'intérêt des pays à trouver des compromis gagnants-gagnants pour pouvoir développer leurs économies respectives. Quand Chevron Mobile et Exxon Mobil sont venus en Algérie, c'est pour demander l'exclusivité l'exploitation du gaz de schiste. Et l'Algérie et ce régime est prêt à leur donner cette exclusivité au détriment de la pollution de la nappe phréatique. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie que ce régime persiste au pouvoir, parce que plus il reste au pouvoir, plus il va détruire l'Algérie, plus il va l'isoler au niveau international, que ce soit avec Ahmed Attaf, que ce soit avec son prochain remplaçant, et même quand on voit le discours d'Abdelmajid Tebboune qui dit avec l'arrivée d'Ahmed Attaf, les choses se sont arrangées. Ben non, puisque la politique extérieure du pays, elle est désignée par le président de la République. Puisqu'il dit Ahmed Attaf, depuis son arrivée, les choses vont bien. Ben non, puisqu'il habitait en France après sa retraite, comme plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de ministres, mais ce n'est pas pour autant que les relations avec la France sont au beau fixe ou avec des relations gagnant-gagnantes. Au contraire, le régime d'extrême droite algérien donne du grain à moudre à l'extrême droite française pour attaquer l'Algérie matin, midi et soir et garder cette relation malsaine entre les deux pays
garder une relation malsaine entre l'Algérie et le Maroc, qui sont nos frères. Au lieu d'avoir des frontières fermées, on doit avoir des frontières ouvertes avec une économie et du business entre les deux pays. Et pour l'histoire du Sahara occidental et le soutien d'Alger au groupe militaire séparatiste du Polisario, ils ont allé parti fermer des gazoducs qui rapportaient des centaines de millions de dollars chaque année. Et nous sommes les seuls perdants dans l'histoire, car nous n'avons pas une politique claire, simple et précise au niveau international. Et Ahmed Attaf, malheureusement pour lui, il est ni plus ni moins que, comme dit le proverbe, qui reçoit ses ordres de la part de Shingriha, de la part de Fethi Rosdi Mouchaoui. Rappelons que dans l'histoire de l'Algérie, jamais des diplomates algériens se sont retrouvés en prison. Rappelons qu'aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des diplomates algériens en prison accusés d'avoir commandité l'enlèvement, l'assassinat d'opposants et la constitution de groupes terroristes. C'est une d'extrême gravité pour voir à quel niveau la diplomatie algérienne est arrivée à un niveau de bassesse, à un niveau d'enfantillage, parce qu'un opposant a écrit ou un opposant a dit ou quelqu'un qui ne va pas dans leur sens devient automatiquement opposant. Et même, on le voit avec l'interdiction du sortie de territoire de Ahsan Qadi, un journaliste, pour recevoir une distinction internationale qui va jouer en la défaveur de l'Algérie, plongeant encore plus l'Algérie comme un pays dictateur qui opprime son peuple, qui opprime ses opposants, qui opprime ses journalistes, qui opprime ses intellectuels pour un seul but, à savoir rester au pouvoir. Merci Rafik Bouhlal, يعطيك الصحة. Merci Mohamed Mziane Rahmoun Tanmir. Merci à vous toutes et à tous. كما دينا هنا à demain.